Vendredi 7 février 2025, l'écrivain Olivier Rollin, auteur de récits, de carnets de voyage, de romans tels Jusqu'à ce que la mort s'en suive paru en janvier 2024 chez Gallimard, était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Il était en dialogue avec Jean-Antoine Loiseau lors d'une rencontre autour d'un nouveau récit voyage illustré de ses croquis et dessins vers les îles Éparses, édité chez Verdier, sur son expédition à bord d'un navire militaire sur ces îles du canal du Mozambique sur lesquelles la France entretient des possessions essentielles à sa géopolitique. Olivier Rollin y pose son regard d'écrivain, étranger au monde maritime, ouvre de multiples réflexions drôles et désabusées sur la langue, le vocabulaire contemporain, mais aussi sur la vieillesse, la notion d'aventure, à l'ère des smartphones conquérants et du tourisme de masse. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver et très heureux de retrouver Olivier Rollin, dont je suis depuis très très longtemps un grand fan de ses livres. Vous êtes là, Olivier Rollin, pour une double actualité, pourrait-on dire, une nouvelle édition aux éditions Verdier. Donc un nouveau livre, Vers les îles Éparses. Il y a des dessins de vous, là, des croquis, des très très beaux, du reste en couleur. Vous avez, c'est mon point de vue personnel. Ouais. Moi je les aime bien, mais enfin c'est... Voilà. Alors vous écrivez bien sûr des romans, vous avez écrit des récits, c'est pas du rare, mais enfin bon, des carnets de voyage. Vous êtes auteur, alors je ne vais pas tous les citer, mais notamment de Veracruz, de Sibérie, d'un certain nombre d'autres livres. Il y en a un qui ils m'importent tous. Oui, mais... ils m'importent tous. Non, il y en a deux qui m'importent plus que peut-être que d'autres, c'est celui qui s'appelle Le Météorologue. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Voilà. Et puis un autre très ancien qui s'appelle L'Invention du Monde. Voilà. Et L'Invention du Monde, en effet, c'est... Alors, vers les îles Éparses. Alors, bon, écoutez, j'ai ouvert ce livre, je ne savais pas où se trouvaient les îles Éparses. Alors, peut-être que, avant qu'on entre tous les deux dans la discussion, je me permettrais de lire un extrait. On est page 24, donc c'est aux éditions Verdier, où on évoquera aussi l'autre livre, une réédition d'un livre un peu remanié quand même, que vous aviez publié il y a une quarantaine d'années, qui s'appelle 7 villes. Alors, 7, le chiffre 7, on parlera de ces villes un peu parallèlement, parce qu'à un moment donné, vous parlez de Pessoa, dans les îles Éparses, ça nous renvoie à Lisbonne, que vous évoquez dans cette ville. Ces îles Éparses, du sud au nord et à l'est, Europa, Juan de Nova, Glorieuse, Tromelin, sans compter l'atoll submergé à marée haute de Bassas da India, sont un vestige de l'empire colonial. Et en tant que tel, revendiqués par Madagascar notamment, d'où la présence d'une quinzaine de militaires sur celles qui sont habitables, histoire qu'on ne nous les fauche pas par surprise. Je ne me prononcerai pas sur une question de droit international pour laquelle je suis incompétent. Mais enfin, il est certain qu'elles ont été arbitrairement séparées de Madagascar en 1960, au moment de l'indépendance de cette ancienne colonie. D'un autre côté, si j'étais une tortue marine ou un poisson corallien ou même un requin, je préférerais qu'elle reste sous pavillon français. Faute de quoi, j'aurais toutes les chances de finir à la marmite ou amputée de mes ailerons. Et on peut estimer aussi que Madagascar a des problèmes autrement graves et urgents que la reconquête de ces îlots qui ne sont ni Taïwan, ni même les Malouines. Alors ces îles Éparses sont situées dans ce canal de Mozambique. Alors, comment vous vous êtes retrouvés? Parce que vous l'expliquez au début du livre, finalement. Oui. On m'a demandé, je suis obligé de remonter un peu loin. Je vais remonter au début. J'ai un frère qui est écrivain, qui trouve être aussi écrivain de marine. Bon. Il est lui assez maqué avec la marine nationale, et beaucoup plus que moi, mais moi je suis assez marin aussi, mais pas bon. Et alors on lui avait proposé, et le directeur de l'école, c'est encombrant ce truc, hein. Le directeur de l'école de guerre lui avait eu la bonne idée de rééditer des grands textes sur la guerre, dont la guerre du Péloponnèse de Thucydide, et lui avait demandé de faire à mon frère de faire la préface. Et lui, ça ne le tentait pas, mais il a dit mais mon frère, en revanche, donc moi, il est très bon, il connaît les qualités de Lénine, tout ça, enfin voilà. Donc j'ai accepté de faire cette chose par esprit fraternel. Et parce qu'en effet, j'aime bien Thucydide. Bon, et voilà, j'ai fait cette préface. Et après, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout d'argent pour me payer, ce que je n'attendais pas vraiment, à vrai dire. Mais qu'en revanche, ils pouvaient me payer en nature, en quelque sorte, enfin, c'est-à-dire en m'embarquant donc sur un bateau de
de la Marine nationale, et évidemment que c'était une rétribution bien plus intéressante que s'il m'avait donné, je ne sais pas combien, rien du tout. Ça n'aurait pas été grand-chose. Non, ça n'aurait pas été grand-chose. Oui. Vous vous retrouvez donc à partir sur le Champlain, c'est ça, c'est le nom de ce navire. Oui, c'est un assez petit bateau qui fait 65 mètres de long, oui, c'est pas grand. Et il y a 25 hommes d'équipage par là, hommes et femmes. Et c'est un bateau qui est basé à La Réunion et qui sert, on en a parlé récemment au moment du cyclone à Mayotte. Bon, c'est un bateau qui n'est pas du tout un bateau armé, quoi. C'est un bateau qui sert à trimballer des vivres, qui sert pour justement en cas de cyclone, de machin, de tsunami, de famine, de maladie, d'épidémie. Enfin bon, c'est un bateau, comment dire, de service, quoi. Voilà. Bon. Donc j'étais embarqué là-dessus à partir de La Réunion pour aller, alors là, sa tournée consistait à ravitailler les 15 soldats par île qui sont là à rien faire, mais à empêcher en effet qu'on nous les pique. Voilà. Donc il faut les ravitailler parce qu'il n'y a rien. Enfin, d'abord, il y a très peu de choses, et puis il n'y a pas d'eau, par exemple. Et puis d'autre part, il est en effet strictement interdit. Alors là, c'est vraiment ultra protégé, quoi, je sais pas, de tirer un oiseau ou de manger une tortue ou de pêcher, même de pêcher, on n'a pas le droit de pêcher, etc. Bon, donc tout leur ravitaillement vient par bateau et également tous leurs déchets est rembarqué sur le bateau. Voilà. Donc c'était ça notre mission. C'est vrai alors du coup, est-ce que vous embarquez donc? Est-ce que l'idée de vous commencer à prendre des notes, comment se fait un petit peu le déroulement du processus d'écriture? Parce que c'est vrai que ça donne au final un livre qui est en effet un voyage dans ces îles éparses, mais c'est aussi un voyage c'est aussi très intéressant sur les rapports que vous allez entretenir vous-même en tant qu'écrivain invité avec cette jeune génération, parce qu'ils sont tous très très jeunes, hein, sauf peut-être le commandant qui est un peu plus âgé, mais bon, enfin ils sont tous. Quand même, il y a une sorte de huis clos comme ça, on se retrouve. Il a 35 ans, oui. Alors, pardon, votre question. Oui, oui, je prends des notes parce que d'abord, j'ai rien à faire. J'ai absolument rien d'autre à faire. Et puis c'est mon habitude de prendre des notes, enfin, spécialement quand je suis dans des circonstances un peu inattendues, enfin, un peu inhabituelles. Donc je prends des notes. Et puis, à vrai dire, quand je suis rentré, c'est assez curieux parce que quand je suis revenu de ce périple, j'ai même pas relu, je les avais encore en tête, mais je me suis dit qu'il y avait rien à en faire, qu'il s'était rien passé de particulier, enfin que c'était voilà, tant pis, ça servait à rien, quoi. Et puis 1 an plus tard, au cours de l'été, je sais même plus quand, maintenant on est en 2025, l'été 2023. C'est en 2022 Oui, le voyage c'est tout début 2022, et pendant l'été 2023, n'ayant de nouveau rien à faire, j'ai relu ces carnets. Et je me suis dit, mais si, il y a quelque chose mais de l'ordre qui jette pas de la poudre aux yeux, quoi, qui est un peu modeste. Enfin, voilà, il y a je peux faire en suivant d'assez près mes notes, je peux faire quelque chose qui mérite d'être lu, voilà. Et donc, mais ça n'a pas été, voilà, j'ai pas été immédiatement convaincu que j'étais en train de faire un petit livre, voilà, qui pouvait intéresser des gens. C'est vrai que en fait, vous découvrez finalement la vie des marins. En fait, vous dites à un moment, c'est des marins qui vivent beaucoup dans l'imaginaire. Finalement, il y a des passages intéressants sur le lexique des marins, aussi sur le vocabulaire, des termes un peu techniques, la routine aussi, les rituels aussi à bord, les exercices qui ponctuent finalement la vie quotidienne. Tout ça est intégré assez magistralement dans le livre. Ça fait une sorte de bascule comme ça. Il y a une réflexion un petit peu sur l'écriture aussi au passage, sur la littérature, sur les livres aussi que vous empruntez à la bibliothèque. Parce que je lis beaucoup aussi. J'avais emporté des bouquins. Alors comme je suis un type un peu attardé, je connais l'usage des machins, des tablettes, etc. Enfin, ça m'est arrivé déjà dans des voyages, je sais plus, en Chine par exemple, ça m'était arrivé de charger des livres sur un machin qui s'appelle Kindle, je crois, ou un truc comme ça.
mais je n'étais pas satisfait de cette lecture. Enfin bon, bref. Donc là, j'ai emporté des livres en vrai, quoi, en papier. Mais évidemment, ça pèse assez lourd. Donc j'en avais pas tellement, mais j'avais quand même une dizaine de bouquins, quoi. Et puis assez vite, je les ai épuisés. Donc il y avait une toute petite bibliothèque à bord, extraordinairement disparate, avec surtout des croûtes, enfin des machins absolument mauvais. Bon. Mais aussi quelques livres. Alors quelques livres en général que je connaissais. Par exemple, j'ai relu Lord Jim, qui est pour moi un des grands romans. Bon. Je l'ai relu à bord. Et puis, il y avait des livres même tout à fait surprenants, parce qu'il y avait, je ne sais plus quel livre, d'ailleurs, d'Hannah Arendt, par exemple, bon, qui voisinait avec vraiment des conneries, quoi. Et voilà, bon. Donc, enfin bon. Donc, j'écrivais, je lisais, et puis je parlais avec eux, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais... Non, j'ai pas dit le contraire. Oui. Parce que du coup, c'est ça qui est assez beau dans le livre aussi. C'est un livre un petit peu aussi qui nous montre que parfois on peut bien se sentir. Vous le dites à un moment avec finalement des gens peut-être avec qui dans la vie quotidienne vous ne partageriez pas forcément grand-chose, mais là il y a une sorte de solidarité, de chaleur, d'échange. Je crois que un des premiers personnages qui apparaît, qui vit à bord du bateau, a un côté très plutôt enthousiaste, positif, content de son sort. Et vous dites ça fait du bien finalement de. Voilà, oui, ils étaient extraordinairement différents de moi, et surtout, ils me considéraient, moi, comme un être extraordinairement différent, ce qui était quand même... enfin, c'est une expérience, quoi. Mais enfin, ils avaient... plus exactement... D'abord, ils n'avaient jamais vu un écrivain, évidemment. Bon. Et puis, en vrai, quoi, je veux dire. Bon. Et donc, le premier truc, d'ailleurs, était assez marrant, parce que je raconte, bon... Le premier matin, ils arrivent tous, là, comme ça. Je suis à bord, alors lever des couleurs sur la plage arrière. Tous les mecs 25, là, on leur fait un peu, on leur raconte ce qui va se passer. Enfin, l'officier en second, c'est une femme. Et puis, bon, ils se mettent à la fin, ils se mettent au garde à vous, etc. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Je n'allais pas me mettre au garde à vous, mais je ne voulais pas non plus faire dès le début le type qui n'est pas dans le coup, quoi. Et puis j'avais vaguement prévu comme ça dans ma tête un petit discours pour leur expliquer pourquoi j'étais là. Et puis, comme je le dis, je me rends compte que je ne suis pas dans une librairie et que ils auraient été très surpris que je prenne la parole en leur expliquant Thucydide et tout ça. Donc voilà, donc j'étais un être un peu bizarre, et surtout un être infiniment bizarre, parce que quand même des gens aussi vieux que moi, ils en avaient déjà vu dans la rue, etc. Mais à bord du bateau, jamais. Bon. Et c'était une stupeur permanente pour eux, quoi. Et au début, extrêmement angoissés, parce qu'ils pensaient naturellement que j'allais me casser la gueule, me briser la jambe et tout ça. Après, ils ont vu que finalement, c'est maintenant que j'ai... C'est ce que j'avais... S'ils me voyaient maintenant, alors là, ils se diraient, on a eu raison, oui. Mais voilà, ils étaient... comment dire, très gentils, hein, ils n'étaient pas agressifs du tout, mais oui, dans un état un peu de stupeur et d'anxiété vis-à-vis de moi, quoi. Et évidemment, je n'étais pas sans me rendre compte que je devenais vieux. Ce n'est pas une découverte, mais c'est la première fois que je me trouvais en huis clos comme ça, avec des gens qui avaient tous l'âge d'être mes petits-enfants, ou voilà, ou pour les plus âgés, mes enfants. Bon, et c'est la première fois que j'étais comme ça, l'objet de cet étonnement permanent, etc. Donc c'était une chose qui était qui me faisait marrer de temps en temps, parce que je voyais que j'étais quand même mieux que ne s'imaginait, enfin plus amariné, etc. Mais d'autres fois qui m'énervaient un peu quand même, bon, il faut bien le dire. Oui. Alors je sais plus quelle était votre question, c'est pas ça du tout, mais enfin bon. C'est vrai qu'il y a une sorte de double voyage finalement dans ce livre. Il y a un sûr, voyage vers... Oui, non, il y a un voyage vers des lieux très étranges et où personne ne peut aborder, puisque d'abord il n'y a pas de raison d'y aller, et puis en plus c'est des territoires, il faut demander l'autorisation aux terres australes françaises, etc. Enfin, bref, bon, donc c'est vers des lieux très exotiques, c'est ça le premier voyage, mais le second voyage c'est le voyage vers la considération de voilà, du fait que je suis plus du tout dans le même monde que ces jeunes gens de 35 ans.
Donc, vers ma vieillesse, disons. Voilà. Mais quand même, le commandant vous lit, puisque à la passerelle, le commandant, assis sur son trône, lit le météorologue que je lui ai dédicacé. Le navire avance sous pilote automatique. Le matelot Borges est assis au pupitre des commandes, devant le joystick qui tient lieu de barre, les divers voyants, les écrans qui contrôlent la marche, le pas des hélices, le traceur GPS, où s'affiche sur la carte la position et la route, le cercle bleu nuit du radar, où la côte sud-ouest de Madagascar dessine à droite une épaisse ligne dorée, la synthèse propulsion où se lisent les données des machines. Le matelot Borges lit, elle aussi, un livre qui appartient, je crois, au genre dit comédie romantique. Noël au bord de l'eau, de l'auteure anglaise Jenny Colgan. Je lui demande si c'est bien. Elle me répond que oui, avec un merveilleux sourire. Je me demande pourquoi je n'écris pas des livres susceptibles d'être lus par des lectrices comme le matelot Borges. Le commandant a terminé, le météorologue. C'est effrayant, me dit-il, comme les sociétés se plient à la folie de maîtres violents, Staline, Hitler, Pol Pot. Il lui arrive de s'interroger sur la fonction militaire, n'ajoute-t-elle pas à la violence? Mais chez nous, ce n'est pas le cas, se rassure-t-il. Le fait est que la micro-société formée par l'équipage sur ce bateau, en tout cas, paraît à la fois plus disciplinée, mais aussi plus représentative des différentes composantes de la population, plus solidaire, voire amicale que bien d'autres collectivités, plus motivée aussi. La question du sens de ce qu'on fait, devenue si prégnante, ne semble pas obsédante à bord. Personne ne doute, semble-t-il, de l'utilité de son boulot. Bien des choses, un gouffre générationnel surtout, ont fait que j'ai souvent eu l'impression d'être un étranger sur le Champlain. Mais je me sentais en accord avec cette façon de vivre en commun. À l'extérieur, un type dont je n'ai encore repéré ni le nom, ni le grade, c'est, je m'en rendrai compte plus tard, le chef mécanicien, passe et repasse autour de la passerelle en petite foulée. Il fait son jogging vespéral en parcourant inlassablement tous les ponts du bateau, montant et descendant les échappées. Le sillage au crépuscule, peau de panthère, verdâtre sous un ciel gris-rose. Voilà, pour donner un peu une idée de cet univers, finalement. Oui, mais le fait est que donc eux me considéraient avec une stupeur amicale quand même, mais moi je les considérais avec aussi moins de stupeur parce que c'était prévisible, mais je veux dire, ils étaient comment dire, leur imaginaire, leur monde culturel, quoi, était absolument leur univers. Oui, enfin, il n'y avait pas de contact, quoi. Bon, ce qui les amusait, c'était des espèces de jeux sur des consoles, etc. Enfin, des machins comme ça. La plupart n'avaient jamais lu un livre, pas le commandant. Bon. Qui lisent, regardez. Oui. Non, mais bon, mais enfin, disons que voilà, on n'était pas du tout, de ce point de vue-là, bon. Donc moi aussi, je les regardais avec... bon, mais en même temps, il est vrai que je trouvais assez bien leur façon de vivre. Voilà. La hiérarchie était très peu marquée. Tout le monde est habillé pareil, etc. Tout le monde se tutoie. Bon, c'est un petit truc, hein, donc il y a 25 personnes. Voilà, ils sont... oui, en effet, ça me plaisait qu'ils soient... Ça me plaisait qu'ils râlent pas tout le temps, je veux dire, pour dire les choses, voilà. Bon, je trouvais que non, ils avaient le sentiment que ce qu'ils faisaient était utile et c'était assez reposant, quoi. Et voilà. Non, je les ai trouvés sympathiques, plus peut-être qu'eux m'ont trouvé sympathiques, j'en sais rien. Ça, vous n'êtes pas... Oui, non, j'en sais rien, mais enfin, je pense qu'ils étaient... Quand j'ai débarqué à Mayotte, je pense qu'ils étaient un petit peu soulagés, quand même. Bon. Ça vous a découvert finalement d'un monde, je le disais d'entrée de jeu, de ce monde assez branché sur l'imaginaire, finalement, ce monde. Oui, enfin l'imaginaire, c'est-à-dire largement une part point commun avec les comédiens. Oui, c'est ça, oui, parce qu'en effet, la vie à bord, la journée est rythmée par des exercices qui reproduisent les conditions
d'un incendie, d'une attaque par des pirates, je ne sais plus quoi encore, même d'une évacuation du bateau qui aurait été, je sais pas, pour telle ou telle raison. Bon, donc on n'arrête pas d'un homme à la mer, etc. Donc on n'arrête pas de mimer des situations imaginaires pour le cas où elles deviendraient réelles. Mais c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, c'est un peu comme des comédiens, parce que donc voilà, hop, un homme à la mer, alors on balance un truc qui n'est pas un homme, évidemment, et puis le bateau manœuvre, etc., pour le rattraper, et puis après, on joue une pièce, quoi, et puis après, on fait le bilan. On se réunit, et puis on fait le bilan, comme, j'imagine, les comédiens, peut-être pas tous les soirs, mais enfin, dissèquent un peu les représentations, quoi. La découverte d'un vocabulaire aussi, d'un lexique. Non, oui, mais ça intéresse l'écrivain aussi. Oui, mais c'était pas vraiment une découverte pour moi parce que. Une redécouverte. Oui, voilà, parce que je suis un peu marin, enfin pas marin sur des bateaux de guerre, mais enfin sur des voiliers, etc. Et bon, et je connaissais Non, il y a des mots spécifiques en effet à la marine nationale, bon, que je connaissais pas, un escalier, en effet, l'escalier qui ressemble pas beaucoup, qui ressemble plus à une échelle qu'à un escalier, enfin qui est assez raide, c'est pour ça qu'ils avaient peur que je me casse une jambe et tout. Ça s'appelle une échappée. Bon, ça, il faut le savoir. Bon. Mais enfin, sinon, le vocabulaire technique des ancres, des machins, des guindeaux, tout ça, barbotin, tout ça, je connaissais. Bon. Un livre, il y a aussi de très belles évocations poétiques aussi, alors, notamment à travers la couleur bleue, alors, allusion au poème de Rimbaud, Le bateau ivre, hein, les bleuités délire. Oui. Et donc, il y a aussi comme ça Et ça, c'est des choses que vous écriviez sur place, là, enfin, je veux dire, à mesure de l'avancement du bateau. Alors, la page sur le bleu, je ne sais plus, peut-être pas. J'ai dû écrire dans mon carnet que je n'avais pas de mots à ma disposition pour dire la radiance et la variété des bleus. Bon, j'ai dû écrire ça, mais je ne pense pas que cette page-là sur les bleus, là, elle est assez écrite quand même. Ça, je pense que j'ai dû l'écrire après coup, quoi. Oui. Une interrogation aussi sur la capacité des mots à exprimer, finalement. Oui, bleu, c'est vraiment, c'est un peu simple ça va pas, quoi. Bleu, d'accord, ça veut dire que c'est pas noir, mais c'est tout, quoi. C'est aussi un livre qui nous ramène dans le temps, qui nous fait remonter aussi le temps et qui aborde les questions de l'esclavage, du colonialisme, à travers notamment le cas du Nil précisément. Il y a cette dimension aussi historique présente aussi dans le roman qui est... Oui, j'ai été surpris en effet d'apprendre que une des îles sur laquelle nous avons fait escale, là, celle qui s'appelle Juan de Nova, avait été le lieu d'une compagnie pratiquement esclavagiste, quoi, en plein cœur du XXe siècle, puisqu'elle a été dissoute en 1968. Et il y avait donc là une compagnie qui s'appelait Compagnie des îles Malgaches, je crois, et qui exploitait le guano. Bon, le guano, vous voyez ce que c'est. Et il y en a des quantités prodigieuses, parce qu'il y a des quantités prodigieuses d'oiseaux de mer. Et puis aussi le copra. Bon. Et donc, ce type, enfin le patron de cette entreprise, s'était fait construire une maison qui s'appelait... je sais pas, Reflet de France ou un truc comme ça, ou un machin comme ça. Enfin bon. Et comme certains personnages de Stevenson, il paraît quand il était là, il y dînait en smoking et tout ça, il se faisait servir par des serveurs en nœud papillon. Enfin bon. Et avec tout ça, coin de France. Oui, coin de France. Voilà. Et avec tout ça, c'était un esclavagiste, c'est-à-dire qu'il recrutait des travailleurs à l'île Maurice, aux Seychelles, etc., qui ensuite étaient évidemment sur cette île entièrement sous ça. Il y avait une milice pour maintenir l'ordre, quoi, si je puis dire. Il y avait des châtiments corporels, il y avait une prison, etc. Enfin, de toutes choses absolument privées, échappant à la loi. Voilà, il y avait un système de paiement qui était grosso modo le péonnage, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils devaient acheter tout, évidemment, au magasin, donc ils étaient endettés en permanence. Enfin, bref, un système, à peu près esclavagiste, sans le mot, jusqu'en 1968. Oui.
Et alors, il subsiste donc la ruine de cette maison. Et là, oui, c'est ce petit dessin que j'ai fait là. Pas mal de dessins et puis, enfin, quelques vagues petites épaves industrielles. Mais enfin, c'était pas une industrie quand même énorme, hein, mais il y a encore des petits wagonnets, etc., qu'on trouve dans la brousse là. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a aussi, il y a beaucoup d'humour dans ce livre aussi. Hein. Bon, il y a une distanciation aussi. Ouais. C'est un livre attachant aussi par les rencontres que vous faites. Aussi, à un moment donné, vous êtes obligé de faire une escale, je ne sais plus où c'est, à Durban. Durban, et après vous allez dans une espèce de station plus balnéaire. Un moment finalement de pause, de vacances, au sens où là c'est peut-être le moment où on peut observer, on n'a pas grand-chose à faire. Ah ben non, j'avais encore moins à faire que sur le bateau. Oui. Non, et puis surtout, à Durban, j'étais très emmerdé parce que c'est une ville très dangereuse. Bon, voilà, on nous a prévenu avant de débarquer qu'il ne fallait pas s'y promener seul. Or, ma situation faisait que je m'y promenais seul. Parce que les autres, si j'avais voulu aller avec eux, bien sûr qu'ils m'auraient emmené avec eux. Mais simplement, leur divertissement, etc., était tellement différent des miens que moi, ça aurait été un peu un calvaire pour moi, et pour eux aussi, d'avoir ce vieil intello attaché à leurs pas, etc., ils n'auraient pas aimé. Bon, donc je me promenais tout seul dans Durban, à pied. Enfin, à pied, à la fin, j'avais trouvé un petit minibus, là. Et bon, ce qui était, paraît-il, dangereux, mais enfin, il m'est rien arrivé en tout cas. Et puis surtout, je n'avais rien à faire, quoi. Il faisait très très chaud, j'avais rien à faire. Et à la fin, par paresse, quoi, parce que comme l'escale se prolongeait, je suis allé dans une espèce de station balnéaire, Mlanga, oui, limite, au nord de Durban, où j'étais comme j'étais tout à fait hors de mon milieu naturel. Voilà. Bien sûr, ponctué de références à des livres. Vous lisez beaucoup la vie de Rancé de Chateaubriand? Non, j'avais essayé plusieurs fois. J'avais plusieurs fois. Et en effet, il se trouve que je me souviens que j'avais essayé de lire ce livre à Moscou. Autrefois, j'ai beaucoup voyagé en Russie. Et puis, j'avais oublié le livre à Moscou. Et donc, j'ai fini par lire La vie de Rancé à bord. Je l'avais emporté avec moi. Inutile de dire qu'elle n'était pas dans la bibliothèque du bord. Ouais. Et puis, aussi des références, ce qui nous permettra peut-être de passer ensuite, peut-être on verra, mais à cette ville, à un moment donné, vous référence à Pessoa, mais Oui. Voilà. Oui, parce que je m'ennuyais franchement à Durban, mais simplement, je me disais, je vais quand même pas rester toute la journée dans ma cabine ou à faire le tour du bateau où il n'y avait plus personne. Enfin bon. Donc il faut sortir quand même, il faut marcher, mais marcher pour aller où? Bon, alors je regardais sur la carte et puis enfin bon. Et c'est après cela, bien après cela, que tout d'un coup je me suis souvenu que Fernando Pessoa avait passé son enfance à Durban, puisque sa mère, qui était veuve, avait épousé le consul du Portugal à Durban. Et donc, il y a il doit subsister des lieux de l'enfance de Pessoa. Je crois en tout cas que, par exemple, l'institution religieuse où il était élève existe toujours. Le consulat du Portugal où il habitait existe toujours, etc. Donc, j'aurais pu. Voilà, ça, c'est un divertissement. Un divertissement qui n'aurait pas intéressé du tout les membres de l'équipage qui n'avaient jamais entendu parler de Pessoa, bien sûr, mais qui, moi, m'aurait intéressé. Mais je n'y ai pensé qu'après. Voilà. Donc. Vous écoutez Olivier Rollin à propos de son récit Journal de bord vers les îles éparses, paru aux éditions Verdier à la librairie Ombre Blanche, vendredi 7 février 2025. Vous l'avez dit, un an après, vous reprenez vos notes, vous dites finalement... Il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être pas matière à un livre, et finalement ça devient un livre. Après, est-ce que c'est réorganiser un petit peu les choses, ou est-ce que c'est remettez dans le... vous gardez le même ordre? Oui, j'ai gardé le même ordre, et même j'ai quand même... Si, j'ai un peu réécrit. Je dis, par exemple, ce passage-là sur la couleur bleue, là, je pense que j'ai dû l'écrire après. Mais c'est quand même, de tous les livres que j'ai écrits, celui qui est le plus proche
des notes prises sur le motif, quoi. Avec aussi un livre sur la nature, aussi sur des rapports aussi très importants sur le monde animal. Dans une île, il y a un moment où vous subissez une attaque de sterne. Non, oui, enfin, pas plus une ou attaque, moins. c'est moi qui l'ai. Oui, il y a des quantités d'oiseaux de mer, enfin de ces oiseaux de mer notamment qui s'appellent des sternes. Alors j'ai lu dans un ouvrage ornithologique qui est l'espèce de nuage quasi permanent comme ça, il doit y avoir 200 000 de ces oiseaux. Enfin en tout cas, ça fait un vacarme absolument incroyable. Et je me suis aventuré jusque ce que je voulais voir, quoi, jusque sous l'endroit où il y avait ce nuage. Enfin, c'est très grand, hein, mais enfin, à une extrémité de l'île, il y avait... Et c'est moi qui l'ai dérangé, en fait. Bon, donc elles m'ont essayé de m'intimider, quoi. Mais j'arrivais assez bien, d'ailleurs, en piquant sur moi et en faisant une ressource, comme on dit, les avions, à 1 mètre de mon visage. Et donc, j'ai pas traîné là. J'ai pas traîné là, d'une part, parce que j'avais un peu les jetons qu'elle me crève un œil, ou j'en sais rien. Et puis, d'autre part, parce que je me rendais compte que je les dérangeais. Donc, il fallait pas. Donc, vraiment Mais enfin, il y a une vie animale absolue. Ça, c'est vrai que c'est enthousiasmant, quoi, de voir, c'est des bouts de terre, de rien, qui font quelques kilomètres de long et de large, quelquefois moins même, et c'est même pas de la terre, d'ailleurs c'est du sable, c'est du corail, bon. Et là-dessus, il y a sur certaines, en tout cas, une végétation magnifique, mais surtout donc voilà, des centaines de milliers d'oiseaux, des insectes, des poissons extraordinaires. C'est enthousiasmant, c'est vrai, de voir la profusion de la nature quand on l'emmerde pas, quand on la laisse, quand on ne la détruit pas, quoi. Tout ce que je dis là, autant le préciser, est purement émotif, relevant sans doute même du fantasme. Je sais que ces néphiles et même les Murennes et compagnie jouent le rôle dans l'immense symphonie du vivant dont je suis, dans la mesure modeste de mes moyens, un défenseur. Mais on a le droit de ne pas les apprécier pour autant, non? Et cette symphonie, Juan de Nova est un lieu privilégié pour en admirer la puissance et la variété confondante. Comment ce minuscule bout de terre, même pas de terre en vérité, à peine 5 km², émergé de corail et de sable, peut-il accueillir un tel foisonnement d'espèces différentes? Ces arbres, ces plantes, d'où viennent-ils? Quels vents les ont semés au milieu de l'océan? Ces poissons aux couleurs et aux dessins extravagants, ces tortues marines, ces crustacés biscornus, ces grands papillons migrateurs, des danaïdes ocrées qui ne doivent pas tellement aimer les néphiles, elles non plus. Ces araignées, oui, allons jusque-là. Profusion inouïe, foule enivrante de formes. Ces oiseaux, frégates, fous, hérons cendrés, d'autres dont j'ignore le nom. Celui-là, par exemple. Un cardinal, rouge et noir, jacassant au milieu d'un bosquet de lantaniers aux fleurs jaunes et rouges, à l'odeur poivrée, et surtout les sternes fuligineuses qui tournoient par centaines de milliers au-dessus de l'île du côté du phare. Marchant dans cette direction sur la piste sableuse, j'ai d'abord l'oreille envahie par quelque chose comme la rumeur que ferait au loin un congrès mondial de cigales. Puis, à mesure qu'on s'approche, le vacarme s'amplifie en même temps qu'il se divise infiniment en grains de sons stridents, aussi serrés que grains de sable, de plus en plus assourdissants. Et bientôt, on est entouré, assailli par un piaillement gigantesque, un tourbillon de cris. On est sous le nuage vivant. Pas sous ce nuage, non, dedans. Car les sternes piquent sur moi, me frôlent, m'évitent, cabrent, font des loopings au ras de ma tête. Mécontents de ma présence, elles doivent voir en moi quelque chose d'aussi déplaisant qu'une énorme araignée. Elles cherchent à m'effrayer, et y réussissent d'ailleurs assez bien. Je me dis que si elles visaient mes yeux, ou se mettaient à quelques dizaines sur moi, j'aurais du souci à me faire. Des petits, tout noirs, rampent sous la végétation parmi les plumes et les fientes innombrables. Poulaillers géants. Je vais jusqu'à une plage, farine et turquoise fauchées à toute vitesse en tous sens par l'ombre des ailes, où rouille l'épave d'un bateau de pêche coréen, puis me hâte de déguerpir, conscient que je gêne. Mais, je le dis à ma décharge, aucune indication ne m'avait dissuadé de m'aventurer jusqu'à cette aérienne République des Sternes. Alors,
On évoquait Pessoa, Lisbonne, ça va peut-être nous permettre de passer, si je puis dire, à cet autre très très beau livre que vous rééditez donc aujourd'hui, 40 ans après, sur 7 villes, donc, dont Lisbonne, mais il y a également Buenos Aires, Trieste, Alexandrie, Leningrad, oui, et La Havane, et Prague. Voilà. Et pourquoi donc cette nouvelle édition remaniée 40 ans après ça, je leur en suis très reconnaissant. C'est les éditions Verdier qui ont eu envie de ça, qui m'ont suggéré ça. Et j'en suis content, alors que j'avais fait disparaître complètement ce livre, l'édition originelle qui s'appelait Cette ville, qui a paru il y a une quarantaine d'années, oui, en effet, aux éditions Rivage, et je ne la faisais même plus paraître dans mes bibliographies. Voilà. Je l'avais démembrée, j'en avais publié un article ici, un article là, etc. Et donc, les gens de Verdier ont eu envie d'abord, se sont souvenus de ce livre, ont eu envie de le rééditer. Bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, oui. Et puis, oui, finalement, ça m'a semblé une chose possible. Je l'ai un tout petit peu remanié, mais pas beaucoup. J'ai fait une préface à la préface, parce que, évidemment, 40 ans après, enfin, c'est ça qui, enfin, ce sont des portraits de ville à travers leurs écrivains, ou à travers certains de leurs écrivains. Mais les écrivains n'ont pas changé. Mais les villes, en revanche, voilà, quand je suis allé à Prague, par exemple, alors Prague, évidemment, c'est Kafka, mais Prague était à l'époque une ville absolument sinistre, qui était après le coup de Prague, après le 68, bon, et qui était sous la botte, quoi, de l'Union soviétique. Donc voilà, Leningrad, alors c'était Leningrad, ça s'appelait Leningrad d'abord, et puis commençait un tout petit peu à s'ouvrir un peu, quoi. Et c'était sous Gorbatchev. Bon, maintenant, comme vous le savez, personne ne va plus à Leningrad, qui s'appelle maintenant Saint-Pétersbourg. Moi, j'y suis allé beaucoup, mais avant Poutine. Enfin bref. Bon, donc le monde a complètement changé, quoi. Et à vrai dire, ces petits récits, ces petits portraits de villes, je pense peut-être ils ont un intérêt parce que à cause des écrivains que j'évoque, etc. Mais aussi parce que d'une certaine manière, c'est une espèce d'instantané du monde il y a 40 ans. Enfin, on voit un peu tout le temps qui a passé, quoi. Et vous écrivez aussi dans la préface, vous dites en fait que vous remarquez qu'à l'époque, vous aviez peut-être une tendance par rapport à votre style, le style qui était le mien à l'époque, je m'en suis un peu éloigné. Il me semble que je voulais trop faire le malin. Oui. C'est un défaut courant sans doute dans les débuts littéraires. Oui. D'abord, quand j'ai commencé à écrire, j'ai assez longtemps pensé qu'il fallait quelque chose d'ésotérique dans la littérature. Mon premier livre, le titre de mon premier livre, c'est le titre d'un poème en prose de Mallarmé, Phénomène futur. Donc c'est dire, voilà, Mallarmé, je pensais que la littérature, pour être digne, devait avoir quelque chose d'ésotérique, donc d'obscur. Enfin bon, oui. Voilà. Et les auteurs que je lisais à l'époque, je me souviens par exemple d'un Italien que je lisais en traduction, qui est Carlo Emilio Gadda, un livre qui est La connaissance de la douleur. L'affreux pastis de la rue des Merles aussi. Non? Pardon. L'affreux pastis de la rue des Merles, c'est pas Yves Gadda, ça? Non, je confonds. Non, c'est l'affreux pastis. Si, l'affreux pastis, oui, c'est lui aussi, oui. Enfin bref. Et puis, donc voilà, donc j'écrivais, je me forçais un peu parfois à être un peu obscur. Voici, entre deux formulations, la plus obscure me paraissait la plus digne. Et d'autre part, j'aimais bien aussi, en effet, faire le malin, c'est-à-dire montrer que j'étais capable d'exercices extraordinaires, de faire des allitérations que n'eût pas renié Hugo, etc. Voilà. Bon, donc, tout ce côté-là, je m'en suis éloigné, oui, bien sûr. Ce qui est très frappant dans Les îles éparses, qui est justement, pour revenir à l'autre livre, qui en effet qui est plutôt dans la simplicité, oui, enfin, dans la pureté, oui, une certaine limpidité, oui. Maintenant, je ne dédaigne plus la limpidité. Je ne dis pas non plus que c'est l'idéal du beau dans l'écriture,
Mais enfin, il y a une beauté dans une beauté simple, quoi. Excusez-moi, est-ce qu'on peut pas. Vous l'écrivez en même temps, donc Olivier Rollin, au début du livre, là, dans cette ville, c'est un peu finalement des parallèles que vous faites entre les villes, un peu le côté parfois mystérieux de la ville, le côté labyrinthique, les bifurcations, voilà, vous faites un peu un rapprochement avec certains romans. Oui, voilà, ouais. il y a vraiment pour le coup là un parallèle et un lien très très fort entre les deux. Et là, quand vous évoquez Buenos Aires à travers les figures d'écrivains. Oui. Oui, l'idée de c'était des reportages. Enfin, c'était une revue assez chic qui a disparu maintenant, autant que je sache. En tout cas, sous sa forme d'autrefois. Et le type qui l'avait fondé était un ami, je le connaissais, et donc je lui proposais de faire des portraits de villes à travers des écrivains. Mais donc l'idée, c'était toujours évidemment qu'il y a une relation forte, une relation de création mutuelle, presque on peut dire, parce que entre une ville et les œuvres qu'il est lues, enfin qui y sont nées, quoi. Et une relation dans les deux sens, parce que je sais pas, à Buenos Aires, ça fait naître Borges, bon, mais les récits de Borges font qu'on voit Buenos Aires d'une certaine façon, bon. On peut dire la même chose peut-être pour Trieste, pour Svevo, Trieste, oui, etc. Oui, voilà. Bon, mais ou Joyce aussi. Enfin, oui. Et aussi le côté, ce qui est intéressant, c'est et là on rejoint aussi cet aspect aussi laisser des traces, parce que ces villes, ce sont des villes évidemment qui sont porteuses, si je puis dire, de passé, d'histoire, qui sont, vous écrivez, grevées de passé, je crois. Et là il y a ce côté, vous allez sur place, retrouver un petit peu. Oui. Ouais. Ce sont des villes, à vrai dire, toutes plus ou moins, ça n'était pas plus ou moins décadente. Disons que dans les grandes heures sont plutôt derrière elles, quoi. Voilà. Ça n'était pas exactement mon propos, mais je suis bien c'est sans doute un tropisme que j'ai, quoi, parce que bon, enfin, quand je parle des grandes heures, je veux dire les grandes heures littéraires. Buenos Aires, les grands écrivains que nous avons lus, c'est plutôt le Buenos Aires de l'entre-deux-guerres ou de l'immédiate après-guerre, etc. Alors Alexandrie est sans doute beaucoup plus vivante maintenant qu'elle ne l'était du temps de Rel ou de Ungaretti ou de Cavafy. Mais enfin, disons que ce qui est pour nous la gloire littéraire d'Alexandrie, c'est quelque chose de passé. Et pareil pour Prague, etc. quoi. Donc il y avait un côté un peu... oui, de saluer un passé qui ne reviendrait plus, quoi. Oui, puis avec aussi peut-être une évolution maintenant, certaines villes qui sont devenues un peu... Enfin, peut-être vous ne l'écrivez pas, mais je le crois aussi le percevoir en creux, qui pour certaines sont devenues tellement touristiques aussi. Je pense qu'on perd un peu... Enfin, voilà, en même temps, on est touriste quand on y va. Oui, on est touriste quand même. Voilà, mais il y a quand même ce côté... Oui, c'est sûr que j'allais dire... J'aurais pas envie de retourner à la Havane, si, j'aimerais bien y retourner quand même si on me le proposait, mais enfin je serais sans doute choqué par j'imagine que c'est devenu une ville touristique et en même temps, enfin bref, avec tout le contraste que... Oui, c'est ce que vous dites à propos dans les îles Éparses, quand à un moment vous faites escale aussi à Umhlanga, là vous dites que c'est pas du tout votre truc de faire du tourisme comme ça, on sent que vous êtes très très loin de... Non, oui, non, je ne suis pas... Je n'ai jamais été, je crois jamais, j'ai jamais été... ou en tout cas je ne me souviens pas, dans un endroit, si quand même ça a dû m'arriver une fois ou deux en vacances, mais encore je n'ai pas souvenir. Mais enfin, je vais toujours quelque part pour faire quelque chose, en général pour écrire ou pour me documenter ou pour faire des conférences ou des choses comme ça, mais enfin, plutôt en général pour écrire ou pour me documenter, quoi. Mais je suis jamais allé simplement pour me balader, bon. C'est à propos de Leningrad, enfin de Pétersbourg, parce que maintenant remarquez, bon, c'est à nouveau Saint-Pétersbourg, le nom. Je ne sais pas qui vous dit ça dans le texte. Pétersbourg, me dit un ami russe, n'existe plus. Ses habitants ont émigré après 1917, ont été exterminés par Staline, sont morts pendant le terrible siège.
il n'y a plus que le souvenir. Encore le souvenir est-il affaire privée? Le magnifique tumulte littéraire de l'âge d'argent demeure presque proscrit des libraires et symbole de cette déréliction, le chien errant, le cabaret où se réunissait toute la jeune littérature russe et internationale, n'est plus qu'une casemate cadenassée dans un sous-sol de la place des Arts. Peut-être bien, comme Custine l'imagina, Pétersbourg-Léningrad n'est-elle qu'une illusion, un brillant mirage qui s'évanouit comme une bulle de savon sous un souffle. C'est vrai que c'est une belle image de Custine. Oui. En effet, on pourrait peut-être le dire aussi. En tout cas, Leningrad, c'est une ville de nuit et d'eau, notamment. Oui, mais ça, c'est Nabokov qui dit que c'est la ville la plus. Enfin, je ne sais plus quel bouquin, si je crois dans Autre Rivage, enfin que c'est la ville la plus sinistre du monde et que c'est une ville pour lui de nuit et d'eau et de monuments gigants, enfin de colonnes, de monolithes gigantesques, etc. Et c'est vrai qu'il y a cela dans Saint-Pétersbourg. Enfin, il y a ce côté. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça avait ce côté-là. C'était bon, encore une fois, c'était enfin, c'est le tout début c'était pas encore la fin de l'URSS, quoi, et c'était pas une ville très, très souriante, non. Comme on peut faire un parallèle avec Alexandrie, avec un paysage littéraire avec Irving, c'est en effet le sous-titre du chapitre. Où là, vous dites à un moment donné, il faut vraiment imaginer, parce que bon, il y a les traces qu'il faut imaginer, parce qu'il reste finalement peu de choses. Il restait à l'époque, donc il y a 40 ans, il restait extraordinairement peu de choses, mais il faut dire. Mon texte, par exemple, sur Alexandrie, d'ailleurs, je le dis, je crois, dans la préface, est tout à fait critiquable du point de vue du politiquement correct. Parce que, à vrai dire, l'Alexandrie à la recherche de laquelle j'allais, c'était une ville qui était grosso modo interdite aux Égyptiens. C'était une ville, en effet, européenne, c'était une ville anglaise, italienne, française, grecque. Bon, et où les Égyptiens jouaient, enfin ils étaient boys, ils étaient chauffeurs etc., des choses comme ça. Bon, bien, donc c'est ça l'Alexandrie littéraire, l'Alexandrie de Durel, l'Alexandrie de Cavafy, etc. On ne peut pas quand même regretter que cette constitution urbaine ait disparu. Voilà. Bon. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. La ville un peu Verline, le côté retrouver les traces. Et là, encore, je parle d'il y a 40 ans, je pense que maintenant, il ne doit plus rien rester. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il ne reste rien, il reste à peu près rien, sauf sous l'eau. Alexandrie, comme chacun sait, a été la plus grande ville de l'Antiquité gréco-romaine, quoi. Et or, il reste rien sur Terre, il reste une colonne, enfin voilà. Et je pense que l'Alexandrie, cette espèce de comptoir européen, donc des années du début du XXe siècle, il doit maintenant plus rien en rester. Et à l'époque, il restait encore quelques très belles villas en ruine, enfin voilà, quelques immeubles avec des frises plus ou moins imitant du grec, enfin de la sculpture grecque, etc. Mais tout ça tombant, il y a 40 ans, tout ça tombait en ruine. Et vu la démographie, etc., égyptienne, je pense que maintenant, il doit rester rien. Bon. Vous l'écrivez aussi, ce sont des villes qui, alors pour la plupart, bon pas pour Prague, mais la plupart qui sont au bord de mer, enfin qui sont des ports, qu'on pourrait relier les unes avec les autres par la voie maritime. Vous avez personnellement, Olivier Rollin, une sorte de fascination pour les ports, le côté mer, pour la. Bien sûr. Moi, je la partage, remarquez. Mais bon. Oui, je suis extrêmement maritime. Encore une fois, depuis très longtemps, j'ai eu des bateaux, etc. Je navigue, enfin bon. Et j'aime les ports, oui, bien sûr. Et j'étais il y a quelques jours chez ma traductrice en néerlandais, parce que je suis traduit dans cette langue. Et c'est d'ailleurs une des dernières langues dans lesquelles je suis traduit. C'est un peu étrange. Mais pourquoi pas, oui. Et en tout cas, on est allé se balader dans le port d'Anvers. Et voilà, non, j'aime les ports, oui. Et j'aime les ports pour des tas de raisons, pour des raisons voilà, tout un imaginaire que chacun connaît, mais aussi, je le dis aussi, c'est aussi la seule,
les ports, pas Anvers d'ailleurs, parce qu'Anvers se perd en dizaines et dizaines de kilomètres de docks, etc. Mais enfin, les villes maritimes, quoi, je veux dire, il y a une limite. On peut voir la ville entière d'un seul coup. Enfin, entière. On peut voir la façade de la ville, quoi. La Havane, paf, quand on arrive par la mer, on voit. Bon, tandis que les villes maintenant n'ont plus de face, n'ont plus de visage, non plus se perdent en infinies zones d'entrepôts, etc. Bon, voilà. Donc j'ai une nostalgie réactionnaire là aussi du temps où les villes avaient des murailles, voilà. Bon, la représentation, voilà, ancienne d'une ville, quoi. Et alors la seule configuration où c'est encore un peu comme ça, c'est quand il y a la mer. Un peu en vue de la mer, cela se contemple, se saisit progressivement par touches impatientes, et puis dans son ensemble dévoilé. Chacun arrivant par bateau à Alexandrie ou à Leningrad peut avoir la vision de la ville qui ouvre Cléa, ou la lente révélation du marbre sur la brume qui inaugure le voyage de Custine en Russie. N'importe qui, traversant le Tage, sur un des ferries qui vont des environs de la place du Commerce à Casillas, voit se déployer majestueuse et accueillante la façade maritime de Lisbonne entre ses collines. À la Havane, le Malecón est la parfaite couture entre la mer et la ville, ce qui permet à Sylvestre et Arsenio Coué, les tristes tigres de Cabrera Infante, d'en faire défiler la frise tout en écoutant dans leur décapotable du Bach qui est en fait du Vivaldi. Voilà. On va vous passer la parole. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Olivier Rollin ? Juste pour dire quelque chose. Moi aussi, je suis une lectrice passionnée d'Olivier Rollin, au point de relire les mêmes livres. Voilà, je crois que j'en ai beaucoup. Et il se trouve dans le train, là, pour venir à Toulouse, je relisais en Russie. Et vous dites au début... la Russie, c'est un des derniers endroits où on peut encore trouver des terra incognita. Et je me dis, mais ces îles éparses aussi, c'était pour vous complètement des terra incognitae, oui. Complètement. Donc il y a encore des endroits sur Terre où on peut... Oui. C'est rassurant, on n'a pas tout vu. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, Oui. Non, il y a encore... Oui, il y en a encore. Ouais, des terres inconnues de moi, il y en a encore beaucoup. Oui. Non, mais, voilà, mais des terres où très peu de gens sont allés, il n'y en a plus beaucoup. Mais je pense en effet comme je me suis pas mal baladé, enfin, je n'étais pas un explorateur, hein, mais je me suis pas mal baladé en Sibérie, et je me dis, il doit y avoir en Sibérie un endroit où jamais personne n'est passé. C'est tellement vaste et tellement couvert de forêts, etc. Bon, il doit bien y avoir un endroit, un carré, avec quelques centaines d'arbres où il n'y a jamais eu personne, quoi. Et enfin, bon, en tout cas, ces imaginations-là me rendaient à l'époque ce pays attirant. Ce que j'aime dans tous vos livres, c'est le mélange d'humour, donc de simplicité. C'est vrai, sauf dans ceux qui sont un peu plus complexes au début, là, le phénomène futur, j'ai eu un peu de mal. Et puis, d'émerveillement devant la nature, d'émerveillement devant la beauté des femmes, par exemple, ou des villes, des ports, et le nombre d'allusions littéraires, parce que je suis aussi très littéraire, c'est une limite peut-être. Donc, je vois tout aussi à travers, d'une certaine façon, hein, c'est difficile d'échapper à soi-même. Et donc, moi, j'aime beaucoup tous ces livres-là que j'invite tout le monde à lire. J'ai une grande tendresse aussi pour le météorologue. Voilà. Écoutez, je vous remercie de cette... pour ceux qui ne connaissent pas... Cette afición que j'ai... Oui. Vous faites partie vraiment de la génération des grands écrivains voyageurs qui a été commencé avec le romantisme, même peut-être un peu avant. Et je voulais savoir comment vous viviez quand même aujourd'hui ce rapport très désenchanté au voyage, pour plein de raisons, hein. Le surtourisme, l'exploitation des ressources, les problèmes de migration, l'écologie bien sûr avec la trace carbone. Enfin, vous représentez une génération encore enchantée, même lucide politiquement, mais qui garde une forme d'enchantement et de candeur devant le réel découvert,
plein de culture, mais toujours plein de curiosité. Est-ce qu'on pourrait être un écrivain de 20 ans aujourd'hui, avec l'attitude qui est la vôtre? Qu'est-ce que vous pensez en fait de l'avenir du genre littéraire que vous honorez depuis tant d'années? Je ne vois pas pourquoi, sauf... bon, je vous avoue que je ne me sens pas criminel. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup pris l'avion depuis quelques années, en fait, depuis cette césure qui a marqué le Covid. J'ai pas beaucoup pris l'avion, enfin un peu quand même, mais je vous avoue que je ne me sens pas un grand coupable quand je fais ça. Voilà. Bon, mais mis à part cet aspect des choses, quoi, je ne vois pas pourquoi des écrivains de maintenant, enfin des écrivains jeunes de maintenant, ne pourraient pas avoir la même curiosité modeste du monde que celle que vous dites que ma génération, que certains de ma génération ont eue. Le surtourisme, il date pas d'il y a quelques années. Enfin, c'était un phénomène quand même déjà assez ancien, et ça n'a rien à voir. Je sais pas, enfin, ça n'a rien à voir d'aller, les voyages que j'ai faits. D'abord, je n'ai pas des pays. Je me suis beaucoup baladé, oui, comme je l'ai dit, en Sibérie. C'est pas des endroits de grand tourisme. Bon, mais en tout cas, on peut aller n'importe où. Je sais pas, en Amérique du Sud, par exemple, au Pérou, etc. Et y pratiquer une déambulation, un voyage patient, modeste, curieux, voilà, et ne pas se mettre dans un car pour aller voir le Machu Picchu et ensuite acheter des statuettes prétendument Incas. Enfin bref, donc je ne vois pas pourquoi la curiosité, enfin bon, je me répète, excusez-moi, mais parce que je suis fatigué à force, mais je ne vois pas pourquoi une curiosité modeste et instruite du monde ne serait pas toujours possible. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vous découvre parce que je suis un néophyte, je ne connais pas trop bien la littérature. Je vous trouve très intéressant. Et puisque vous êtes plus quelqu'un qui naviguait, est-ce que vous avez écrit, ou peut-être vous l'avez déjà fait, sur un peu l'itinéraire des barbaresques? Ça nous intéresse, c'est plus proche de nous. Non, parce que je ne navigue pas en Méditerranée. Donc, dans les mers où je navigue, je ne crois pas que les barbaresques aient jamais pointé leur voile. Mais non, voilà. Je regrette. Bon, merci beaucoup. Ben, merci à vous, et de m'avoir interrogé, et très bien lu en plus. Il s'agissait d'une rencontre avec l'écrivain Olivier Rollin autour de la publication aux éditions Verdier de Vers les îles éparses. Olivier Rollin fait paraître de nombreux romans et récits, parmi lesquels Port-Soudan, Tigre en papier, Un chasseur de lions, Veracruz, Jusqu'à ce que mort s'en suive. Enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 7 février 2025, réalisé et mis en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Když nemáš, tak
nem musim sad.